Monsieur André Ravel. Oui. Voilà. Et pour parler sur la récupération d'un planeur, c'est l'Arsenal R100 numéro 1 du musée de l'Air d'Angers. Oui, bonjour à tous. On va passer à une question un peu plus légère, en l'occurrence le vol à voile, à laquelle le musée de l'Air d'Angers est très attaché. Et parmi les grandes sagas, vous savez que la France était depuis 1922 un des pionniers du vol à voile en France. Après, les Allemands ont repris la main. Mais nous sommes actuellement... Alors, tu n'as pas un micro... Ça a un problème? Non. Voilà, ce sera plus facile. Il faut le diriger vers là. Et donc destiné à faire progresser le vol à voile en France. On lui donne donc la majeure partie des progrès de notre vol à voile. Et entre autres, donc, ils ont créé d'abord pas mal de techniques, les crochets, les remorquages, mais également un certain nombre de planeurs, malheureusement tous disparus. Notre musée, on a quand même les liasses de plans, je vous rassure. Et vers 1937-1938, l'idée d'un planeur de super haute performance, qui s'appellera l'R100 dans leur nomenclature, est lancée. Il réunit un certain nombre d'ingénieurs, je pense essentiellement, bien sûr, à Georges Imbrial, mais il y a également Lescure, Délisée, Clamanus, qui se retrouvent pour préparer cette machine. Quelques idées sont lancées, et puis la guerre arrive, et cette équipe est dispersée, puis se retrouve en zone libre, essentiellement entre Toulouse et Castelnaudary, et profite du temps malheureusement libre pour commencer à lancer les premiers calculs. Et dans les archives de notre musée, nous avons, sinon tout, du moins une bonne part, des échanges de courriers, des notes, des fois sur une nappe, qu'ils s'échangeaient entre eux pour préparer cette machine. Les premières ébauches arrivent à cela, c'est un dessin qui est fait presque industriellement, qui sera très très loin de la réalité, mais à l'époque où les planeurs étaient taillés à coups de serre, avec des haubans dans tous les sens, avec des poutres plus ou moins apparentes, eh bien pour la première fois nous arrivons à un fuselage qui est fuselé, avec une aile médiane, sans hauban. Autrement dit, c'est un saut technologique absolument considérable. Bon, bien entendu, pendant la guerre, ils ont pensé. Ils ont fait des calculs, ils ont fait des croquis, mais à la Libération, on apprend que les États-Unis veulent organiser en 1947, en juillet 1947, à Wichita Falls, le premier concours international, autrement dit, en français tous les jours, le premier championnat du monde. Bien évidemment, tout ce qui compte dans le vol à voile français a envie d'y aller, commence à sonner tambours et trompettes auprès de tous les sponsors, de toutes les autorités. Bon. Mais nous sommes dans une période de renaissance, la guerre vient de passer, et sur une tradition bien établie, quand ils ont été voir le ministère des Finances pour leur dire « il faut emmener une équipe de France », le ministère des Finances leur a dit « ah, plus de sous ». Connu, 70 ans plus tard, il dit toujours la même chose. Bon, mais il faudra toute l'énergie de Max Immense, qui a été ensuite patron de Air France, mais qui à l'époque était le secrétaire général à l'aviation civile et commerciale, qui s'est battu corps et âme, qui a multiplié les interventions politiques, aidé en cela par un certain Raymond Siretta, qui était jeune écrivain, journaliste dans les ailes, et qui est plus connu par ceux qui sont, allez, plus tout à fait tout jeunes, comme étant le fondateur de la revue Aviasport. Silhouette de Raymond Siretta, petit, gros, le chapeau sur le globe, berrurier de San Antonio, mais une plume acerbe, une de chevaux inimitable et une facilité d'écriture absolument extraordinaire. Finalement, décision est prise dans un premier temps de faire l'alliage de plan.
Bien entendu, il n'y a plus personne capable de le faire. C'est l'Arsenal de l'aéronautique qui accepte en 1946 de faire l'alias de plan. Quelques ingénieurs s'y sont penchés, quelques améliorations, on arrive à une silhouette qui est un peu différente de celle initiale. Et début 1947, je vous rappelle que le concours est en juillet, on décide de lancer ce planeur. Mais nous sommes en plein mouvement social, les gens de l'Arsenal sont en grève, et Maxime s'y met tout son poids personnel en se déplaçant plusieurs fois par semaine à l'Arsenal de l'aéronautique. Et bien que les ouvriers étaient en grève, il y a un groupe qui a accepté de faire les 3-8 pour sortir ce planeur à temps. Je ne sais pas si vous imaginez l'énergie et la volonté qu'il a fallu à ce patron du SGACC de l'époque pour convaincre des gens de faire les 3-8 et sortir une machine en 3 mois. À quoi ça ressemble? Eh bien, nous sommes déjà sur une silhouette qui est déjà un peu ceux, les plus anciens d'entre vous ont connu ces machines, ont peut-être volé dessus. Elle est très différente de celle des dessins initiaux. Et le premier vol est effectué aux mains de Adrien Valette. Adrien Valette, qui était à la fois un ingénieur météo et qui débutait comme pilote d'essai, a fait le premier vol de cette machine. Le 10 juin. Seulement, le planeur prenait le bateau le 14. Un planeur totalement prototype. Donc, à l'époque, je rappelle que les planeurs n'avaient pas de certificat d'immatriculation, pas de certificat de navigabilité. Donc, Adrien Valette a fait 2 vols, il a dit « ça baigne ». Il a appelé Éric Dessler, qui était le pilote, le grand pilote champion français, qui devait faire le concours, qui a fait 15 minutes, et fort de cette expérience, ils ont mis le planeur sur le bateau, et ils sont partis. Ils sont partis à Wichita Falls. Vous imaginez de nos jours, entre la sortie d'une machine et un concours international, 3 vols, 3 jours, avant d'être sur le bateau, ce n'est plus à la mode. Je vous passerai, ce sera l'objet d'une publication qui viendra plus tard, tout ce concours, parce que ça a été une aventure, quand ils sont arrivés, alors bien entendu, comme tout le bon français, ils ne parlaient pas anglais, alors débarqués à New York sur le bateau, débarquer à New York sur le bateau, ensuite louer des voitures, accrocher les remorques, se tromper de route 4 ou 5 fois, parce que quand même Wichita Falls, c'est à 2500 km de New York. Donc ça a été loin, et ils avaient 3 jours pour faire les 2500 km. Ils ont loupé les 2 premiers jours, ils sont arrivés. Et au bout de 17 jours de concours, là on voit la photo du planeur, au bout de 17 jours, dans des conditions climatiques tout à fait différentes de celles que Éric Dessler connaissait en France, eh bien, il s'est classé 8e sur 83 concurrents. C'est-à-dire un succès totalement extraordinaire pour une machine sur laquelle il n'avait que quelques heures. Au passage, tout à l'heure, je vous ai dit que les planeurs n'avaient pas de certificat de navigabilité et pas de certificat d'immatriculation. Or, celui-ci en porte une. Pourquoi? Eh bien, tout simplement, il y a une très vieille loi d'époque, qui a été abrogée depuis, qui disait que quand une machine aéronautique sortait de France, elle avait ce que l'on appelait un carnet de passage en douane, pour régler les problèmes douaniers, et une immatriculation qui ne ressemblait à rien, que très vraisemblablement quelqu'un a dû trouver jolie dans un coin, qui ne repose sur absolument aucune règle, mais d'un bon coup de pinceau, ils ont balancé une immatriculation, avec quand même un Fox Whisky, parce que c'est quand même un prototype, et cette machine a volé comme cela. Alors, de nombreux concours posés dans des champs loin de tout, posés dans une réserve indienne où le pilote s'est fait piquer ses godasses parce que les Indiens n'avaient pas l'habitude de gens avec des chaussures et ont confisqué les chaussures. Ils voulaient également confisquer le barographe parce que c'était joli, ça faisait tic-tac, il a eu un mal de chien. Enfin, c'est toute une aventure, c'est quand même un bouquin qui est actuellement, dans l'état actuel des études, fait une centaine de pages, et je l'ai donné le PDF à Joël, donc ce sera disponible un jour. Donc c'est quand même une machine qui a eu un succès absolument extraordinaire. Tellement extraordinaire que l'ambassade de France a dit « je garde le planeur et nous allons valoriser l'industrie française en cela ». Bon, l'équipe française, elle, est rentrée en France,
avec quelques gags, mais l'État français a envoyé Suzanne Melk, qui était une pilote de grande renommée, qui avait été pilote civil, pilote militaire, qui avait des records, et Suzanne Melk, fort jolie femme, mais si je ne rêvais pas, elle aurait 108 ans maintenant. Mais c'était quand même à l'époque une fort jolie femme. Eh bien, elle est partie là-bas, et pendant 4 mois, elle a participé à tous les concours, et les a tous gagnés. Mais haut la main, à tel point que cette machine a été demandée par le gouvernement des États-Unis pour faire des essais d'appontage sur porte-avions. C'est quand même assez rare de poser un planeur sur un porte-avions. Et puis, cette machine est restée aux États-Unis jusqu'en 1958. Ça, nous avons une sûreté. La liste des propriétaires successifs, je suis en train de la chercher. J'ai des difficultés pour la trouver. Je n'en ai que des éléments, mais j'ai des trous. Et puis, ce planeur, en 1958, a été vendu à un Canadien qui l'avait acheté, qui a volé avec régulièrement, et puis qui, en vieillissant, comme beaucoup de planeurs, a commencé à le mettre au fond de hangar, et puis a pensé que ce serait bien de le ramener en France, qui est quand même son pays d'origine, parce que c'est quand même un planeur qui a une vraie histoire, et il a recherché sur Internet, et il a trouvé le musée d'Air de Angers, et il a trouvé que c'était la bonne solution. Et un beau jour, j'ai reçu un coup de fil, bonjour monsieur, avec un accent canadien, en français, l'accent canadien bien prononcé, bonjour monsieur, voilà, est-ce que l'Air 100 numéro 1, ça vous dit quelque chose? Ah oui, bien sûr, dès qu'on s'intéresse un peu à l'histoire du voile à voile, on connaissait. Il me dit, j'en suis le propriétaire. Ah. Et puis je lui dis, oh. Et puis, est-ce que vous acceptez que je vous le donne? Ah, long silence. Bon, après on a un peu discuté des conditions. Les conditions, pour lui c'était très simple, il voulait simplement que ce soit protégé dans un musée français afin de valoriser cette machine. Bon. Et nous le ferons. Bon, à charge pour nous de payer le transport, bien entendu, mais il avait un copain qui était transporteur qui nous a fait les meilleures conditions possibles. Donc, nous avons récupéré cette machine, le dernier vol aux couleurs canadiennes, tout argent, ce qui n'a rien à voir avec l'origine, une immatriculation canadienne qui n'a rien à voir avec l'origine, et cette machine est arrivée à Angers. Alors, le transfert pour Angers, ça c'est au Canada, sur la plaque verte au-dessus, on voit Montréal, transfert sur mise en container, transfert sur le bateau, le MSC, Alissa, et nous avons suivi, nous avions des échanges de mails réguliers, nous avons suivi sa progression. Dans le dossier, j'ai même le tracé en pointillé du tracé du bateau. Et il est arrivé le 15 novembre. On avait rendez-vous à 8 h, et le 15 novembre, à 8 h précises, le camion transportant le container serrait le frein de parc devant chez nous. Donc, cette machine est maintenant dans le musée d'Air de Angers, où immédiatement l'équipe s'est penchée sur faire ce que l'on appelle un constat d'état. Dans quel état est la machine? Bon, très schématiquement, il est en excellent état. Il est en état technique de vol. Bon, administrativement, c'est autre chose, mais en état technique de vol. Par contre, par rapport à 1947, au fil des années, ils avaient apporté des améliorations, ils avaient modifié un petit peu la verrière, ils avaient mis des instruments modernes, bon, autant de choses qui ne sont pas acceptables dans le cadre d'un musée, et nous avons donc décidé de remettre la machine à ses couleurs d'époque. Ces couleurs d'époque, c'est une espèce de... avec son immatriculation bien sûr, son numéro de concours, et cette couleur beige clair, chaque fois qu'on parlait de ça, les gens de ma génération qui ont commencé le vol à voile dans les années 55, tous les planeurs étaient peints de cette couleur, et on s'est posé la question de savoir qu'est-ce que c'était cette couleur. À mesure où on fait un dossier, il faut quand même avoir des choses un peu raisonnables. Et à l'époque, c'était la Novema IP50. Le seul ennui, c'est que vous demandez de nos jours la Novema IP50, il n'y a plus personne qui sait ce que c'est. Or, de très longues recherches menées par un de nos amis, c'est tout simplement qu'à la fin de la guerre, la France avait piqué des stocks de peinture, DFS, j'ai oublié le numéro, et que ça a uniformément peint tous les planeurs de France et de Navarre pendant 15 ans.
mais nous avons retrouvé les références. Et maintenant, eh bien, le passé de ce planeur nous fait naturellement solliciter sa préservation dans le patrimoine aéronautique. Bon, des R100, il en reste 4 ou 5 en France. Celui-ci, de par son intérêt, nous avons décidé de ne pas le faire revoler et de demander un classement monument historique. Et actuellement, le dossier est en cours au ministère de la Culture. D'autre part, l'implication primordiale du SGACC de l'époque nous a naturellement fait penser à la DGSC avec qui nous entretenons les meilleures relations. Et donc, j'ai fait une belle lettre à M. Patrick Gandil, actuel directeur de l'aviation civile, et qui en plus s'intéresse à l'aviation légère et au patrimoine, en lui proposant de parrainer moralement. Il n'est pas question d'argent, ce n'est pas une demande de subvention, ce n'est pas... La machine est techniquement en état, il n'y a pas de frais particuliers à faire, simplement un parrainage moral. Il a eu la gentillesse d'accepter, et naturellement, quand il y a un parrain, il faut une marraine, et compte tenu des excellentes relations que nous entretenons avec le service archives, nous avons sollicité Madame Ariane Gillotte, qui est la patronne des archives de la DGAC, pour être la marraine. Donc nous avons actuellement, comme parrain, Patrick Gandil, comme marraine, Ariane Gillotte. Et j'avoue que leur acceptation nous a fait immensément plaisir. Merci pour eux. Parce que, au-delà d'une machine, moi qui traîne beaucoup dans les aéroclubs, très souvent, l'image de la DGAC est très souvent négative. Et quand, plusieurs fois dans divers discours, dans les fédérations et autres, j'ai dit « nos amis de la DGAC », je me suis parfois fait huer. Donc pouvoir associer notre administration de tutelle à une telle préservation de patrimoine, et là vous tous qui êtes là aujourd'hui en êtes la preuve, c'est quand même quelque chose de très important et auquel nous sommes très très sensibles. Merci. Ah, bah, bien sûr, les Canadiens qui d'abord ont pensé à nous, évidemment. La fantastique équipe de bénévoles. Ils sont encore plus fous que moi si c'est possible. Dès que la machine, 8 h du matin, avec un aérodrome qui est quand même à 25 km, et j'entendais monsieur tout à l'heure parler du transfert de l'aérodrome d'Avrier vers Angers, c'est une période que j'ai plus que vécue, parce que le maire d'Angers de l'époque était un ami et m'avait demandé d'être son conseil dans cette opération, donc c'est quelque chose que je connais très bien. Donc, nous sommes à 25 km, j'avais demandé à 2 copains d'être là pour décharger, ils étaient 19 qui sont venus juste pour voir, pour le plaisir. Donc il y a maman qui a dû râler un peu de temps en temps, en disant « ma chérie, je vais voir les planeurs à 7 h du matin », maman a pu dire que c'est pas raisonnable, enfin, messieurs, vous savez tous ce que c'est, mais ils étaient là. La DGAC, pour la conscience, nous honore, parce que impliquer le directeur général et la patronne des archives dans une manip comme ça, cela veut dire qu'ils ont confiance dans le travail qui sera fait par cette équipe, et c'est important. Donc il nous appartient, à nous, c'est un devoir moral, d'être à la hauteur de la confiance qu'ils nous ont accordée. L'équipe de la commission patrimoine de l'Aéroclub de France, sous la présidence de Max Hermanet, qui fait un travail remarquable, qui a réussi à convaincre le ministère de la Culture que le patrimoine aéronautique existait, ce qui n'a pas été forcément facile, mais il est arrivé. Et celle du ministère de la Culture qui nous aide vraiment, qui ont validé les grandes lignes du dossier, qui ont fait quelques suggestions, ça se passe vraiment très 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 bien. Et puis d'une façon générale, ce que je disais, vous tous qui êtes là, qui tous dont vous êtes, vous préservez chacun dans nos domaines respectifs un bout du patrimoine aéronautique. Et c'est pour ça que vous tous, je voudrais dire merci. Maintenant, ça va être le tour d'Aérodoc.